En moyenne, nous passons 2 heures et demie par jour en ligne à pianoter sur nos ordinateurs ou nos téléphones portables. Ça, l'air de rien, ça fait tourner des centaines de milliers de serveurs et des centrales électriques de la Chine aux États-Unis. Quel est le coût écologique de notre consommation numérique? ABE fait le calcul avec une famille, des retraités, une étudiante. Le reportage de François Janet et Yann-Olivier Wicht. Tiens, je te rends ton tel. Inès, Ainara, ce que vous venez de faire, qui pourra le voir? En fait, nos abonnés, parce que on a un compte privé. Ouais, on a toutes les deux un compte privé. Plusieurs comptes privés. Et du coup, c'est que les personnes qu'on a acceptées qui peuvent voir nos vidéos. TikTok, l'application préférée des jeunes écolières et écoliers. Chez les Fernandez, Inès et son amie Ainara s'en donnent à cœur joie. Elle chorégraphie régulièrement un tube à la mode et elle le partage en ligne avec les copines et les copains. Ainara, toi, c'est quoi l'application que tu utilises le plus? TikTok. Combien de fois par jour? Combien de temps? 1 heure et demie, au moins, un truc comme ça. If only I said no when you asked me to dance. As I pulled away your waist to stay, I was in a trance. I happened to know that what I felt you felt too. Appuie, Vanessa Colella, elle, ne compte pas les heures passées en ligne. Pour ses études à l'Université de Lausanne, mais aussi pour la musique. Principalement quand même WhatsApp. J'utilise aussi pas mal Instagram parce que je poste des covers, donc je partage ma musique, ma passion sur cette plateforme. Facebook aussi, YouTube principalement, Netflix, après il y a les mails. Après j'utilise pour plein de choses, même pour les lectures typiquement. J'ai un abonnement avec la 4G illimitée et du coup ça fait que forcément ça pousse à consommer plus. Pour mesurer leur consommation de données, nos témoins ont accepté d'installer une petite application qui a totalisé ses flux sur une semaine et qui a donné des résultats surprenants. J'ai consommé 10 gigas, ça me paraît énorme. Et c'est vrai que c'est assez fou de savoir qu'on consomme autant, on se rend pas compte. 10 gigabits en tâches diverses, l'équivalent de 2500 chansons téléchargées sur Internet. Méga, gigabits, des données impalpables, mais qui se traduisent concrètement en émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les centres de données consomment en effet d'immenses quantités d'électricité pour stocker, gérer et distribuer ces données. Mais nos outils numériques aussi consomment de vastes ressources à chacune des 3 étapes de leur durée de vie. La fabrication et la distribution de nos appareils demandent de l'énergie et des matières premières. Leur utilisation consomme aussi de l'électricité jusqu'à leur recyclage. Ethan, en ligne d'habitude, qu'est-ce que tu fais? Je joue À quoi? à Fortnite. Ça se joue sur PC, mobile, Switch et PS4 évidemment. Et on peut aussi posséder un casque gamer pour pouvoir interagir avec nos amis. C'est qui a tué qui? Luce, la maman d'Ethan et d'Inès, s'étonne elle aussi de sa consommation de données. Ah voilà, si vous l'utilisez de cette façon pendant une année, ça équivaudrait à 154 km de voiture. C'est intéressant, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Là, c'est une vision sur une semaine. Ce serait peut-être différent, surtout que cette semaine, j'étais pas mal occupée. Donc, je pense que ce serait même plus, hein. Avant de mettre cette application, j'avais vraiment aucune conscience de la consommation réelle de ces petits appareils, finalement. Et l'application qui a changé votre quotidien? Alors, c'est clairement WhatsApp. Avec les échanges de photos, j'ai le souvenir, quand je partais en vacances trop longtemps à l'époque, je me sentais coupée au bout de 2-3 semaines. Tandis que maintenant, je suis en lien sur toute la Terre. J'ai d'ailleurs un abonnement illimité dans toute l'Europe et les États-Unis. Donc, je ne regarde pas la consommation.
Mais cette émission, justement, va peut-être me faire réfléchir un peu. Chez les Fernandez, tous les membres de la famille ont leur smartphone pour communiquer, bien sûr, mais pas seulement. À l'heure actuelle, on fait que des photos avec les smartphones, effectivement. On les garde en local, hein, pour ma part, pour la majorité. Mon épouse garde les stocks sur clé USB, par exemple. Et puis mes enfants, pour l'instant, ils les gardent sur leur propre appareil. La vie numérique de la famille Fernandez est riche, même si pour les enfants, les usages de YouTube, Netflix et autres jeux en ligne sont limités. Chez les frics, en revanche, pas de limite. Le couple à la retraite profite sans retenue des vertus du numérique. Alors je m'informe de tout ce qui se passe par le monde. Je suis en train de lire notre journal régional. Et c'est une des premières choses que je fais dans la journée. Tous les matins? Tous les matins. Quels abonnements vous avez pour la lecture sur votre tablette? Arc Info, on a le Nouvelliste, on a Bon à savoir, et puis c'est pas moi personnellement, mais je pense que mon mari doit avoir aussi Passion numérique pour les Alpes, et puis encore un ou deux journaux aussi pour éliminer le plus possible de papier. Marie-Jeanne Frick ne se contente pas des journaux. Elle dévore aussi une grande quantité de livres sur sa tablette. Son mari, Werner, affiche lui un petit côté geek. Internet le mobilise 4 à 5 heures par jour. Le courrier électronique, la gestion de notre B&B, un site internet perso, un site internet pour une métairie que tient mon frère. Et puis, voilà pour l'essentiel. Puis après, le reste, c'est de la documentation, quoi. Fouiller par-ci, fouiller par-là. J'ai installé beaucoup d'applications pour essayer. C'est mon hobby. Werner Frick veille sur une collection de photos qu'il garde précieusement dans son ordinateur. Et cela lui demande beaucoup d'attention. Avec Photoshop, vous avez un tas de versions différentes des photos et ça prend énormément de place. Elles sont stockées une première fois sur mon ordinateur, sur le disque dur. Et puis après, c'est sauvegardé sur le cloud. J'ai 1 Tera, mais c'est le minimum, hein. On peut aller plus loin. Il a fallu 68 ans au transport aérien pour compter 50 millions d'utilisateurs. Mais il a fallu 19 jours seulement à Pokémon Go, le célèbre jeu vidéo en ligne, pour atteindre la même diffusion. C'est dire l'évolution exponentielle de nos utilisations numériques. A abouti aujourd'hui à une empreinte environnementale du numérique qui est beaucoup plus importante que ce à quoi on pouvait s'attendre. Aujourd'hui, le numérique représente environ 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et ce qui est plus inquiétant, cette empreinte environnementale augmente de l'ordre de 8% par an. 4 à 5% des émissions de gaz à effet de serre, c'est dire que l'activité numérique est autant, voire plus polluante que le trafic aérien mondial. C'est énorme. C'est énorme. Vous le saviez? Non, je ne pensais pas autant. Non. D'ailleurs, c'est supérieur au trafic aérien. Ah ouais, ça, je ne pensais pas, effectivement. On a l'impression qu'on ne consomme pas beaucoup, c'est que le téléphone. Mais c'est tout ce qu'il y a derrière, après. Je me dis que, comme on a fait une progression par rapport aux déchets, par exemple, au tri des déchets, on va devoir, au niveau personnel, tous commencer à se réguler un peu mieux par rapport à ça. Après, c'est peut-être parce qu'on n'arrive tellement pas à s'en défaire qu'on ne peut pas forcément, je sais pas, voir qu'il y a un problème à ce niveau-là. Bonne nouvelle, pas besoin de tout débrancher pour moins polluer. En partenariat avec l'Office fédéral de l'environnement, nos collègues de l'émission On en parle et avec la société Cantis, nous avons décortiqué l'impact de nos gestes numériques quotidiens. Qu'est-ce qui alourdit le bilan carbone? Comment et pourquoi? Réponse en images. Cantis, au cœur du parc de l'innovation de l'EPFL. C'est ici que nous avons rencontré Sébastien Humbert. C'est lui qui a décortiqué une foule de gestes quotidiens pour les traduire en grammes et kilogrammes de CO2 ou, autre forme de calcul, en UCE, en unité de charge écologique.
Les kilos de CO2, c'est une mesure très spécifique. C'est grosso modo notre contribution au changement climatique. Donc d'une manière ou d'une autre, combien d'énergie fossile qui a émis du CO2 en temps brûlé a été émis. Alors que les unités de charge écologique, ça va aussi chercher d'autres problématiques environnementales comme la consommation d'eau, les émissions de particules ou la pression sur les ressources naturelles. De la fabrication à l'utilisation et jusqu'au recyclage, nos appareils numériques consomment beaucoup de ressources. Pour un smartphone, il est vrai qu'une bonne partie de l'impact environnemental, c'est la fabrication. Parce qu'il faut savoir qu'un smartphone utilise relativement peu d'énergie à son utilisation par rapport à d'autres objets numériques qui vont être beaucoup plus gourmands lors de leur phase d'utilisation. Maintenant, d'après les données qu'on a, la fabrication des appareils numériques devient de moins en moins polluante. C'est-à-dire que l'industrie s'améliore quand même de manière significative. À l'utilisation, l'énergie consommée est liée à la quantité de données échangées. Pour la mesurer, Sébastien Hubert a utilisé l'application Carbon Analyzer. Je démarre l'analyse, puis je commence à lire mon journal, et puis je peux cliquer sur un article, et puis à chaque fois, je peux me poser la question de combien de données j'ai utilisé. Là, je viens d'utiliser déjà 15 mégas rien que pour aller cliquer sur le premier article que je veux lire. Et puis si je suis sur le téléjournal, en fonction de ce que je regarde, même chose. Et après, ça me dira, là, sur votre heure, vous avez utilisé X% des données avec le site du Temps, X% des données avec la RTS. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été rechercher les données sources pour avoir les différences entre si j'utilise la fibre, si j'utilise la DSL, la 4G, si j'utilise un ordinateur, si j'utilise un smartphone. Et le paramètre principal, c'est quel type d'électricité est utilisé pour faire tourner l'ordinateur ou les serveurs. Avec une électricité produite au charbon ou au gaz naturel, on aura un impact CO2 important. Avec des sources renouvelables, beaucoup moins. À cet égard, la Suisse présente un mix énergétique favorable, grâce notamment à son énergie hydraulique et nucléaire. En Suisse, pour produire 1 kWh d'électricité, on dégage 20 grammes de CO2. En Europe, c'est 460 grammes et à l'échelle mondiale, 700 grammes. Mais notre consommation numérique ne relève pas seulement de l'électricité produite en Suisse. Quand on regarde un film, par exemple, n'est pas juste chez nous. Donc, ce n'est pas seulement une question de est-ce que je suis en Suisse ou pas, c'est aussi où est-ce que va être le serveur qui, porte ce film que je vais regarder. Et lui peut peut-être tourner avec de l'énergie qui serait au charbon, même si moi, je consomme de l'électricité hydraulique, nucléaire ou de l'électricité faite à partir de panneaux photovoltaïques. Quel impact environnemental pour un paiement en ligne? La lecture d'un livre ou d'un journal ou pour 1 heure de vidéo? Le test recense plusieurs dizaines d'exemples. L'impact de chaque activité numérique est relativement faible. Je regarde un film Netflix, j'envoie quelques emails. À chaque fois, j'ai quelques grammes, quelques dizaines de grammes de CO2. Ce sont toujours des choses faibles. Mais ce qui est important à réaliser, c'est qu'en fait, ces activités faibles, on en fait beaucoup dans la journée. Donc en fait, la somme de toutes ces activités, à la fin, n'est pas faible, est plutôt importante. On estime que 5% des émissions de CO2 globales sont liées au numérique. Donc, ça nous donne quelque chose qui est équivalent, par exemple, à l'aviation ou la consommation d'électricité des ménages. Nos pratiques ont un effet important. Éteindre ou laisser son ordinateur ou son Wi-Fi allumé peut influencer la consommation électrique de 20 à 40%. Pareil quand on garde des courriels inutiles dans sa boîte aux lettres ou si on stocke ses photos sur un cloud plutôt qu'un disque dur. Si, par exemple, on met 1000 photos sur son disque dur au lieu de les mettre sur le cloud, on revient de vacances, on stocke nos 1000 photos sur le disque dur au lieu de les stocker sur le cloud, on économise de l'ordre de 10 km de voiture, pour se donner un ordre de grandeur. Vous trouverez les références du logiciel et de l'application qui permettent de mesurer notre consommation d'énergie sur notre site abe.ch. Vous faites quoi, vous, de vos vieux téléphones portables? En Suisse, on change de smartphone tous les 18 mois et des millions d'anciens appareils prennent la poussière au fond des tiroirs. Bonsoir, Jérôme Grand-Girard. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Recommerce, de l'antenne suisse de Recommerce. Alors vous, ces vieux téléphones portables, vous les rachetez, vous les remettez à jour, vous les revendez. Pourquoi, pour vous, est-ce que c'est un non-sens de les laisser dans les tiroirs? Tout d'abord parce que la plupart des téléphones qu'on rachète aujourd'hui, c'est des appareils fonctionnels. Donc effectivement, de les mettre tout simplement en recyclage, pour nous, c'est un non-sens, puisqu'ils peuvent être réutilisés et ils peuvent servir à d'autres personnes. Donc nous essayons
par le biais de notre société, nos solutions qu'on propose, de valoriser ces téléphones. Donc on permet de redonner du pouvoir d'achat aussi à des clients qui vont nous les revendre. Et puis ensuite, de permettre à certaines personnes d'accéder à des téléphones qui sont encore complètement fonctionnels et pas du tout obsolètes. Et du point de vue écologique, pourquoi est-ce que ça fait du sens? Ça fait du sens puisqu'un téléphone, aujourd'hui, on sait que ce qui coûte cher à la planète, c'est la fabrication d'un téléphone portable. Donc on passe par l'extraction de plusieurs terres rares, de minéraux, etc. Un téléphone portable va parcourir environ 4 tours du monde avant d'arriver chez le consommateur final. Donc le fait de prolonger la durée de vie de ces produits, finalement, ça permet de préserver les ressources de la planète. Et ce marché du portable de deuxième main, il se porte comment en Suisse? Alors c'est un marché qui évolue, puisque nous, ça fait maintenant 5 ans qu'on est actifs sur ce marché en Suisse. En part de marché, c'est combien le En part de marché, je dirais que c'est à peu près, il n'y a pas d'études qui existent véritablement encore aujourd'hui sur le marché, mais d'après nos estimations, c'est à peu près 2-3% du marché suisse. Donc c'est-à-dire 2-3% de téléphones reconditionnés vendus par rapport aux téléphones neufs. Sur le marché mondial, on est à peu près sur 12-13% selon les dernières études. Et par rapport à nos voisins européens aussi, c'est très peu. Effectivement, c'est très peu. La France, par exemple, sont plutôt sur des 10-12%, donc équivalent à la moyenne à peu près mondiale. Pareil sur l'Allemagne. Donc on a encore une grosse marge de progression en Suisse. Et en Suisse, est-ce que le marché est en train de changer? Effectivement, le marché est en train de changer pour plusieurs raisons, à mon avis. Déjà, la structure du marché des télécoms a un petit peu changé, puisqu'avant, on était sur un marché où le téléphone était subventionné, c'est-à-dire que lorsque vous achetiez un abonnement auprès d'un opérateur, en règle générale, il était moins cher. Donc ce modèle a aujourd'hui disparu. Et puis, les téléphones neufs deviennent aussi de plus en plus chers. Il n'y a plus de véritable rupture technologique non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un nouveau téléphone, il a peut-être un meilleur appareil photo, il est un petit peu puissant, mais finalement, un appareil de 2-3 ans fait encore complètement le travail pour une personne lambda. Un smartphone, aujourd'hui, ça peut durer combien de temps? Alors aujourd'hui, par exemple, nos meilleures ventes sont un iPhone 6S ou un Samsung S7. Donc c'est des appareils qui ont 4-5 ans. Donc un téléphone peut durer facilement 7-8 ans sans problème. Jusqu'à 7-8 ans pour un téléphone portable. Merci beaucoup, Jérôme Rangirard, et bon retour chez vous, du côté de Fribourg. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Le cloud, ou en bon français, le nuage. Ce lieu imaginaire, un brin poétique, dans lequel on stocke nos photos, nos vidéos ou notre musique. Dans la vraie vie, le cloud, c'est du lourd. Des serveurs, des câbles, des systèmes de refroidissement, autrement dit, des centres de données, gros consommateurs d'électricité. Visite à Gland, dans un gigantesque data center. 16 000 m² au cœur de l'arc lémanique. C'est devant ce grand bâtiment que nous a donné rendez-vous un des fondateurs de la société qui abrite les serveurs de clients qui veulent rester discrets. La disponibilité des données, ce n'est pas la responsabilité des opérateurs du centre de données. Notre défi à nous, c'est d'assurer les ressources suffisantes pour garantir les redondances nécessaires à la disponibilité de ces données. Notre défi, c'est l'excellence opérationnelle pour assurer l'alimentation et le refroidissement des serveurs. Dans le ventre du bâtiment très sécurisé, nous avons visité la machinerie qui doit assurer sans aucune faille le fonctionnement de ce véritable navire. Aucun dérangement ne doit venir perturber l'accès aux données. L'alimentation électrique est doublée, voire triplée. Si il y avait une coupure de courant sur le réseau électrique, on a des génératrices de secours, mais le temps que ces génératrices démarrent, il y a un petit laps de temps de quelques dizaines de secondes. Et pour garantir la continuité de l'électricité, eh bien, on a ces batteries qui vont prendre le relais pour fournir l'électricité du bâtiment. Plus loin, les génératrices respectent aussi les codes couleurs qui indiquent quels circuits elles alimentent. C'est des grosses génératrices, des gros moteurs 20 cylindres qui produisent 1,8 MW d'électricité pour pallier à la coupure de réseau. Mais ça consomme aussi du fuel. Ça consomme énormément de fuel. C'est des moteurs qui peuvent consommer jusqu'à 300-400 litres heure en pleine charge.
Avec l'externalisation des données d'un nombre croissant d'entreprises, banques, administrations, industries, il est apparu avantageux de centraliser la gestion de ces flux. Il y a un grand avantage à concentrer toute la puissance électrique en un seul endroit. Cela permet d'organiser l'infrastructure réseau autour du data center et de planifier l'achat et l'approvisionnement électrique de tous les systèmes informatiques. Quand il sera pleinement déployé, le centre de données de Gland affichera une puissance de 40 MW. C'est 4 fois la consommation électrique d'une ville comme Nyon. Cet appétit en énergie nourrit un vif débat chez les spécialistes de la question. On est sur des consommations électriques très importantes, croissantes, et les pires scénarios en fait, étudiés par des chercheurs aboutissent à la possibilité d'une consommation électrique du numérique, donc c'est les réseaux, les data centers et les terminaux informatiques, de 51% de l'électricité mondiale en 2030. Donc c'est absolument phénoménal. Et pour les data centers, ce serait autour de 13%. On parle souvent de nuages ou de cloud pour évoquer les forteresses numériques qui abritent nos données. Celles des GAFAM, chez Google, Apple, Amazon et les autres, sont gigantesques. Là, quand on évoque un nuage, l'abus de langage est accompli. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir que ce terme de cloud, de nuage, a été choisi pour invisibiliser quand même tout l'impact du numérique et des data centers. Il est quand même pas du tout, on va dire, aussi léger qu'un nuage, c'est certain. Il rassemble aussi énormément d'équipements techniques, complètement industriels en réalité. Les grands opérateurs comme les GAFAM mettent régulièrement en avant le côté vert des sources renouvelables de l'énergie qu'ils utilisent. L'argument est surtout marketing. Alors, certains vous diront qu'on n'utilise que de l'énergie renouvelable. En fait, c'est faux, puisque ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent des certificats auprès des producteurs d'électricité. Et dans la réalité, l'essentiel de l'électricité qui est consommée par ces plateformes est bien d'une production qui a un mix, que ce soit aux États-Unis ou en Chine, qui est très chargé en carbone. Chez Safehost, on manifeste aussi une préoccupation environnementale impérative. À Gland, le contexte y est favorable. L'empreinte carbone est l'aspect le plus important de notre industrie. En Suisse, nous avons une chance immense. L'eau et la gravité font tout. Nous, notre mix énergétique est complètement orienté sur l'hydraulique. L'empreinte carbone des centres de données n'est pas seulement liée à l'électricité qu'ils consomment. Déjà, en général, ils vont parler uniquement de la phase utilisation de leur data center. Ce qui enlève l'impact qui va venir de la fabrication du matériel qu'eux-mêmes utilisent. Puisque dans les data centers de Amazon Web Services, Facebook ou Google, ou les autres, Alibaba, etc., on a du matériel qui est changé tous les 2 ans. Donc ça veut dire que ce matériel a un impact, évidemment, à la fois environnemental et sur les émissions carbone internationales. À l'EPFL, le professeur Babak Falsafi mène des recherches dans le domaine de l'efficience énergétique des centres de données. L'amélioration des performances aujourd'hui ne passe plus par la miniaturisation des puces, mais par le développement d'infrastructures qui doivent devenir moins gourmandes en énergie. Avec la loi de Moore, depuis les années 70, on arrivait à doubler la densité de puces. Ça, c'est un exemple de puce. Ça, c'est une puce d'Intel pour le desktop. On doublait la densité tous les 2 ans. Ça signifie que tous les 2 ans, vous arrivez à calculer 2 fois plus ou bien vous stockez 2 fois plus de données dans le même puce. D'accord? Dans les années passées, on est arrivé à une limite de physique. On n'arrive plus à augmenter la densité de puces. Ça signifie que si on veut augmenter, si on veut avoir plus de calculations, il faut aussi avoir plus de serveurs, plus de systèmes informatiques. Autrement dit, plus de centres de données, si possible économes en énergie. Est-ce possible de conjuguer développement numérique et développement durable? Pour en parler en duplex depuis Zurich, nous retrouvons Madame Bellèche, Judith Bellèche, bonsoir. Vous êtes
conseillère nationale verte libérale, donc écologiste, et directrice de Sweco, la fêtière des entreprises technologiques de Suisse. Alors, le numérique émet à peu près autant de gaz à effet de serre que l'aviation. Comme écologiste, est-ce que ça vous inquiète ? Oh, c'est une comparaison un peu cherchée, je trouve. Il faudrait plutôt voir combien d'émissions on a économisé grâce à la numérisation. Carrément, là, pendant la pandémie, on a vu tout ce qu'on a économisé. La communication a continué sans accrochage grâce au numérique et pourtant, il y avait beaucoup moins d'émissions CO2. Alors, le numérique est en vitesse, en croissance à très vive allure. Chaque année, ça se développe et forcément, son impact écologique se développe également rapidement. Comment faire pour encadrer ce développement du numérique pour qu'il soit durable ? Bon, déjà, les entreprises font beaucoup. Il y a toute l'histoire du recyclage qui fonctionne très bien en Suisse. Là, on est vraiment leader mondial. Ensuite, il y a une partie croissance du matériel qui retourne dans le nouvel appareillage. Beaucoup de producteurs qui donnent beaucoup de soin à ça. Et puis forcément, après, il y a la consommation d'énergie. Là, au niveau consommateur, il y a effectivement pas mal de sensibilisation à faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là, très concrètement, au niveau consommateur, comme sensibilisation ? Bon, déjà, il faudrait basculer sur des énergies renouvelables, sans aucun doute. Là, il y a un gros effort à faire au niveau consommateur, aussi au niveau politique, bien évidemment. Et puis aussi peut-être sensibiliser un peu le consommateur par rapport à tous les appareillages et tout le numérique qui marche en même temps. Donc, plutôt séquencer la consommation que faire tout de façon parallèle. Pour être très concret, en France, à l'heure actuelle, le Sénat envisage d'interdire les forfaits illimité, on parle donc de téléphonie mobile, pour réduire le gaspillage numérique. Vous y êtes favorable ? Eh bien, écoutez, c'est un peu si on interdisait la vignette d'autoroute, parce que ça aussi, c'est un prix forfaitaire pour l'utilisation de l'autoroute. En fait, ce qui serait beaucoup plus intelligent, c'est de taxer la consommation d'énergie, car c'est l'énergie, en fait, qui émet le CO2 et non pas un tarif forfaitaire sur un téléphone portable ou sur les données. Ouais, donc agir plutôt au niveau de la consommation d'électricité, dites-vous Judith Bellèche, qu'au niveau d'une limitation des forfaits, de la consommation d'Internet en général. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir et très bonne fin de journée du côté de Zurich. C'est moi. Merci. Assez parlé du problème, place aux solutions. On commence par quelques gestes simples avec un impact substantiel. Au-dessus de Boudry, près de la ferme des Trois Raux, Werner Frick veille attentivement sur sa consommation électrique. Il a banni le gaspillage de ses habitudes. Tout ce qui est informatique est arrêté la nuit. C'est préprogrammé. Là, c'est un programme. C'est un horaire depuis 23h à 7h du matin, à 6h du matin. C'est coupé. Un très grand nombre d'appareils électriques continuent à consommer en veille. Alors, avec ce petit appareil, au moment où le niveau de veille est atteint, il coupe. C'est comme si vous tiriez la prise. Bon point, dira le spécialiste qui a conduit nos tests. Sachant qu'une part non négligeable de l'impact du numérique, c'est justement l'ordinateur allumé ou le Wi-Fi allumé, si on veut commencer à réduire les impacts de notre activité numérique, la première chose à faire, c'est éteindre ou au minimum mettre en veille l'ordinateur pendant la pause de midi et éteindre le Wi-Fi pendant la nuit. Vous allez réduire votre impact facilement de 10-20% de l'ordinateur, voire de 30-40% de Wi-Fi. On est de l'ordre de plusieurs dizaines de grammes de CO2 par jour ou plusieurs kilos de CO2 par année. Ça vaut la peine. Le Shift Project, sur son site internet, plaide pour une économie limitée en carbone et dans le domaine du numérique, l'association française défend l'idée de sobriété. Aujourd'hui, il est très compliqué d'avoir une idée des conséquences environnementales de nos usages numériques. Contrairement au fait d'utiliser sa voiture ou de prendre l'avion, parce que aujourd'hui tout le monde sait que ça entraîne des émissions. Aujourd'hui, le fait de regarder une vidéo sur Netflix, 99% des gens n'ont pas la possibilité de savoir que cela va entraîner la production de quelques kilos de dioxyde de carbone. Donc la première chose à faire, c'est de créer cette transparence. Le numérique, pourtant, a aussi des avantages pour épargner l'environnement. Le télétravail ou une visioconférence, comme nous l'avons fait
avec quelques interlocuteurs, permet d'éviter des déplacements coûteux en dioxyde de carbone, mais le gain n'est pas toujours évident. On dit, mais le télétravail, forcément, ça réduit l'empreinte carbone des individus. Oui, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, toutes les études qui ont été faites montrent que le gain net, il est au plus de quelques pourcents, et il n'est pas du tout aussi massif que ce que l'on pourrait penser. Si on met les gens en télétravail, mais si ces gens-là, pour un certain nombre de choses, ont quand même besoin de prendre leur voiture pour faire leurs courses, etc., on observe qu'en fait, il y a une augmentation de ces trajets qui vont en partie se substituer finalement au trajet domicile-travail qu'on a évité. Alors, comment diminuer l'empreinte carbone du numérique dans un monde qui ne cesse d'accumuler les données ? Faut-il éduquer, inciter, légiférer ? Les pistes sont nombreuses et le débat ne fait que commencer. Il règne en maître sur les chiffres, les graphiques et les calculs, mais ce soir, c'est aussi notre monsieur conseil. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Linda. Alors, on prend une journée type. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire son empreinte écologique ? Par exemple, vous pouvez choisir d'écouter la radio sur une radio, une bonne vieille radio, le matin comme les ça. Infos. Ouais, plutôt que de prendre cette même émission sur un ordinateur, vous aurez un impact 6 fois moins grand avec la radio qu'avec l'ordinateur. Alors après les nouvelles le matin, on télétravaille, on appelle un collègue. Oui, alors 1 heure de discussion sur un smartphone est 10 fois moins impactant, comme on dit, qu'1 heure de téléconférence avec une image, une vidéo avec un collègue. Pause de midi, on va faire son petit jogging, on met les écouteurs dans les oreilles. Qu'est-ce qui fait la différence ? Ce qui fait la différence, c'est si la musique est en local ou sur Internet. Là, le streaming va être 4 fois plus impactant que la musique que vous auriez téléchargée à l'avance sur votre smartphone. Et le soir, à la maison, par exemple, on trie ses photos de vacances, c'est la saison. Oui, c'est une bonne chose de trier avant de stocker ces photos. Si vous les stockez sur un cloud, ça va prendre avoir un impact beaucoup plus fort, 40 fois plus fort que si vous stockez ces photos sur un disque dur, notamment parce que le disque dur, vous le chargez, puis après vous ôtez la prise, il ne tourne pas toute l'année. Ouais, énorme différence, donc au niveau du stockage des images qui représente un volume très important. Le petit film du soir, maintenant, c'est mieux de le regarder comment ? C'est mieux de le regarder en direct, 7% de différence entre le regarder sur votre ordinateur en direct et le regarder en replay par la suite. Ouais, donc en résumé, on peut assez facilement réduire son impact écologique lié à sa connexion. Pour prendre un peu de recul, préciser encore que l'impact numérique, il est parfois moins élevé en ligne que si on fait les mêmes actions dans le monde physique. Est-ce que vous avez des exemples pour qu'on comprenne un peu mieux ce que j'essaye de dire ? Tout à fait. 2 exemples fournis par Cantis. Par exemple, lire un journal local en ligne est 2 fois moins impactant que lire ce même journal en papier. Et puis, pour un livre, il vaut mieux le lire sur une liseuse. C'est 3 fois moins impactant qu'aller acheter un livre en librairie. Et à mi-chemin, si je commande depuis mon ordinateur un livre papier... Alors, ça va dépendre, que ce soit un livre papier, une paire de chaussures ou n'importe quoi, ça va dépendre du mode de transport. Il faut voir s'il y a un avion quelque part caché dans le mode de transport. Et s'il y a un avion, ça va avoir un impact environnemental beaucoup plus grand que si votre livre ou vos chaussures viennent en train ou en camion. Merci beaucoup Stéphane, à bientôt. Et vous retrouverez ces comparaisons et beaucoup d'autres exemples sur notre site abe.ch. Sachez encore que nos collègues de l'émission On en parle reviendront sur ce sujet demain matin. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. Votre téléphone vibre, vous recevez un SMS d'un numéro inconnu. Un message surprenant, des conseils en informatique ou des images pornographiques par exemple. Vous ne savez pas d'où ça sort, mais sur la facture de votre opérateur, vous découvrez qu'il s'agit de SMS surtaxés, près de 5 francs le message. C'est ce qui est arrivé à plusieurs téléspectateurs, témoignages et conseils recueillis par Claudio Personeni. Janine Pérez-Gualdo est une adepte des méthodes douces. Le yoga qu'elle pratique quotidiennement y est pour beaucoup. Mais quand on évoque sa facture de téléphone portable, sa zénitude naturelle disparaît. C'est que cette ancienne directrice du centre du Runmat à Neuchâtel n'a pas apprécié de se voir facturer une kyrielle de SMS de conseils informatiques à près de 5 francs pièce. Dans mon cas, il s'agit d'une facturation de Salt pour des services que je n'ai absolument jamais demandé, des SMS premium. J'ai fait moi-même mon enquête parce que je trouvais intéressant de savoir
qui se trouvait derrière ce numéro 700. Et j'ai découvert une société établie à Zug, Cortex SA, qui n'a pour but que de vendre de la publicité, apparemment. Mais je crois que plutôt derrière ceci se cache une procédure d'un individu qui a envie très rapidement de se remplir les poches sans trop d'efforts. Je me suis rendu compte en parlant avec des amis, énormément de gens ont eu ce type de facturation, mais personne ne réagit. Parce que c'est des petits montants. 50 francs, on ne va pas s'insurger contre une facture de 50 francs. Et si moi j'agis aujourd'hui, c'est juste sur ce principe. Je trouve que ce principe est pervers. Et c'est aussi pour communiquer à d'autres personnes qu'elles fassent attention, qu'elles ne se fassent pas pigeonner, vraiment, comme beaucoup de gens se font pigeonner. Se faire pigeonner, c'est aussi le sentiment ressenti par Philippe Mayer. Ce médecin lausannois a lui aussi vu soudainement sa facture mensuelle de Salt doubler en raison de SMS premium facturés cette fois par la société Ecovox. En vérifiant l'historique des messages qu'il avait reçus sur son téléphone, il a découvert un premier SMS reçu d'un numéro court quelques semaines auparavant et auquel il n'avait pas du tout prêté attention. Il y avait un SMS que je n'ai pas, on va dire, perçu au moment où il est arrivé, visiblement. Et en fait, c'était un petit peu du charabia avec écrit qu'il fallait valider pour envoyer. Visiblement, c'était pour un film adulte ou quelque chose de pareil, puisqu'il fallait cliquer sur le fait qu'on avait bien 18 ans. Je n'ai pas cliqué. En fait, Philippe Mayer affirme avoir été abonné à son insu à ce service érotique par SMS sans l'avoir jamais demandé ni confirmé. Bien entendu que c'est révoltant, c'est scandaleux. Et surtout, on se pose la question comment il y a des gens qui peuvent faire profession de ce genre de choses et de se regarder dans la glace tous les matins. Les 3 grands opérateurs de téléphonie perçoivent un pourcentage sur ces SMS surtaxés. Mais quant à connaître son importance, c'est motus et bouche cousue. Les 3 opérateurs affirment aussi ne pas communiquer les numéros de téléphone portable de leurs clients ou sociétés offrant ce genre de service. Comment donc ces dernières les obtiennent-ils ? Ça peut être par différents biais, parce que malheureusement, on ne se rend pas compte de la manière dont on peut donner nos données personnelles. Ça peut être en s'inscrivant tout simplement à un concours, en donnant ses données sur un site pour une commande, ou bien ces opérateurs peuvent l'obtenir en ayant acheté des données dans des sociétés particulières. Les sociétés qui font leur affaire sur la vente d'adresses privées. Et que faire quand on s'aperçoit trop tard qu'on a contracté un abonnement SMS Premium à son insu ? Il faut déjà bloquer immédiatement le service en envoyant un SMS stop ou stop all au numéro court. Alors il y a un moyen d'éviter de recevoir ces SMS surtaxés, c'est tout simplement d'aller sur le site que vous utilisez pour la gestion de vos factures. Vous avez normalement une rubrique qui vous permet de désactiver en fait la réception d'SMS surtaxés. Et la facture, on la paye ou pas ? Il faut être très attentif de contester juste la partie des services premium et puis de vous acquitter du reste. Parce qu'on a beaucoup de consommateurs qui disent « oui, mais moi je ne paye pas la totalité de la facture téléphone » et finalement qui se retrouvent avec une suspension de leur abonnement téléphonique. En général, l'opérateur rentre en matière et accepte d'effacer le montant qui est contesté. Mais la boucle n'est pas bouclée pour autant, parce que finalement, le fournisseur de services surtaxé peut tout à fait se permettre, après lui tout seul, de venir vous réclamer le montant correspondant au service premium que vous auriez commandé. Dans ce cas, il ne reste que la solution de l'Ombudscom ou celle beaucoup plus onéreuse de l'avocat. Pour Sébastien Fanti, avocat et préposé à la protection des données, seule une intervention politique pourra faire cesser ces pratiques douteuses. Aujourd'hui, on a un
très grand nombre de citoyens qui sont concernés, des personnes âgées qui appellent à l'aide, qui aimeraient qu'on cesse de les prendre pour des vaches à lait, et personne ne fait rien pour rendre le régime juridique beaucoup plus strict en termes d'exploitation de ce type de ligne. Donc moi, ça me choque vraiment. Malheureusement, dans ce pays, les consommateurs ne sont pas défendus. Nous ne voyons pas évoluer le droit de la consommation, contrairement à ce qui se passe ailleurs, notamment dans les pays européens. Et donc, il y a une responsabilité politique forte, puisqu'aujourd'hui, la majorité des politiciens de ce pays tolèrent ce genre de comportement. Et il faut le dire très clairement. Ils pourraient modifier quelques dispositions légales pour que ça s'arrête. Ils ne le souhaitent pas. Pour eux, la liberté contractuelle est sacro-sainte. Peu importe le nombre de pigeons qu'on aura dans ce pays, parce qu'en définitive, c'est toujours la responsabilité individuelle de ce pigeon qui doit prévaloir. Puis surtout, on a ces gens-là qui prospèrent. Parce qu'en réalité, si vous gagnez autant d'argent et que vous avez de temps en temps une petite condamnation, est-ce que ça va vous dissuader de continuer? Non. Pour la petite histoire, à force d'insister, Janine Pérez-Gualdo a finalement obtenu gain de cause. Salt, informé de notre passage, a tenu à rassurer sa cliente. Ce n'est pas Salt qui avait fourni son numéro de portable à la société Cortex, mais surtout, l'opérateur de téléphonie lui annonçait qu'il prenait à sa charge le montant réclamé par le fournisseur de SMS surtaxés. Nous avons interpellé les deux sociétés citées dans ce reportage sur leurs pratiques. Voici leurs réponses. Ecovox insiste sur le fait qu'elle est un intermédiaire technique qui n'est pas responsable des souscriptions des utilisateurs. Elle ajoute qu'il n'est à sa connaissance pas possible qu'un consommateur s'abonne à son insu à de tels services au vu des messages de confirmation qui sont envoyés par l'utilisateur pour valider la souscription. Cortex, elle, répond que si les utilisateurs entrent dans des sessions payantes, c'est parce qu'ils sont allés sur les services, qu'ils ont vu les prix et qu'ils ont confirmé par SMS vers un numéro court. Toutes deux affirment encore qu'elles sont dans les clous au niveau de la loi. Et si vous avez un sentiment de déjà-vu normal, ABE relaie ses pratiques depuis 20 ans, les ficelles et les entreprises sont toujours les mêmes, rien ne bouge.